Salut à tous, bienvenue dans The Diversity Society, un programme réalisé en collaboration avec Woomans. Et présenté par Michel Juvillier et Elodie Dratler. Nous vous proposons de voir et d'écouter la voix de celles et ceux qui incluent la diversité dans la croissance de leurs entreprises. Un programme en français dans le son, international dans le ton. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Et ce mois-ci, notre thème est le suivant. Recrutement de profils atypiques dans le numérique, est-ce possible ? Une émission produite par The Society's Media avec pour partenaire média 100% Média Impact. Dans une ère d'opulence informationnelle, les profils atypiques autodidactes et passionnés des nouvelles technologies font face aux candidats pourvus de diplômes de grandes écoles. Selon Alexandre Pachulski, auteur du livre Unique, les entreprises devraient s'inspirer des écoles alternatives type Montessori pour développer de nouvelles compétences indispensables pour répondre aux problématiques de demain. Dans un contexte où 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore, selon une étude publiée par Dell de l'Institut pour le futur, miser sur des profils atypiques serait-il une solution d'adaptation au monde mouvant et rapide qu'est le numérique ? Et alors que les entreprises en quête d'agilité semblent à la recherche de ces profils multipotentiels, comment les entreprises du numérique intègrent le recrutement des profils atypiques dans leur société ? Afin d'échanger sur cette problématique et de comprendre ces enjeux auxquels sont confrontés les dirigeants, les dirigeantes, les DRH et marketeurs, nous poserons 3 questions à nos invités. Que leur évoque le recrutement des profils atypiques dans le numérique ? Quels sont les enjeux business et marketing autour du recrutement de profils atypiques dans le numérique et quelles expériences ont-ils vécues sur le sujet ? Comment voit-il évoluer le recrutement dans le numérique et quelle place donne-t-il aux seniors par exemple ? Pour en débattre, nous avons donc le plaisir de recevoir Philippe Trottin et Christophe Desproges de Microsoft et Barbara Chauvin de Good to Know. Barbara, Christophe, Philippe, bonjour et bienvenue sur The Diversity Society. Avec une première question, évidemment pour toi Barbara, on va rentrer dans le dur tout de suite et parler recrutement et profil atypique. Dans le numérique, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Alors, ce que ça veut dire pour moi, c'est que déjà le recrutement, dans un premier temps, pour moi, c'est une étape clé dans l'accès à l'emploi des profils atypiques. Donc, des profils atypiques, j'entends les personnes en situation de handicap, j'entends évidemment les femmes. Il y a de plus en plus de choses qui se font à ce niveau-là. Et puis, la diversité au sens large. Donc, on peut parler des origines, qu'elles soient sociales, ethniques, culturelles. On peut parler des seniors, des jeunes, etc., etc. Donc finalement, ça serait toutes les personnes qui n'ont pas le profil standard qu'on a l'habitude de voir dans les grandes entreprises. Et le recrutement, du coup, c'est vraiment une étape clé parce que c'est un peu la première étape finalement de l'accès à l'emploi. Il y a plein d'autres choses après, bien sûr, qui sont importantes comme l'intégration dans l'équipe, l'évolution de la carrière, etc. Mais le recrutement, je pense que c'est particulièrement un sujet, et je pense pour ça que vous avez choisi de le traiter aujourd'hui, parce que pour moi, c'est très compliqué actuellement pour les profils dits atypiques de pouvoir avoir accès à des process de recrutement qui sont encore très classiques, je trouve, alors que nous sommes maintenant en 2023. Et il y a vraiment le côté... je vais parler un peu de mon expérience. Du coup, j'ai déjà vu des jeunes arriver, lorsque je travaillais dans une grande entreprise auparavant, dans un système de tutorat, arriver. Et puis, je pensais qu'ils étaient en retard. En fait, c'est juste qu'ils attendaient à l'accueil. Et ils ne savaient pas, en fait, qu'il fallait s'annoncer à l'accueil d'une grande entreprise quand on arrive. Donc ça, c'est un peu le côté... il y a des codes, finalement, sociétaux, qu'on a tous et tous plus ou moins acquéris en fonction de notre éducation, de si on a des parents qui travaillent dans des grandes entreprises, etc. Et ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc ça peut parfois être compliqué. Ce n'était pas grave, bien sûr, qu'on a décalé le rendez-vous, mais n'empêche que c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et je pense aussi particulièrement aux personnes qui sont atteintes de troubles du spectre autistique, où pour elles, cette phase de recrutement, ce côté on doit se mettre en scène, il y a vraiment quand même une théâtralisation dans l'entretien de recrutement. Et puis je pense qu'on s'en rappelle tous aussi de nos premiers entretiens. Ce côté on doit se vendre sans en faire trop, on doit parler de nous. Enfin, ça peut être un petit peu compliqué. Et moi, j'entends souvent des managers qui me disent oui, on a accueilli quelqu'un. À la première question, alors, qu'est-ce qui vous amène ? Sous-entendu, vos motivations, votre parcours.
La réponse était j'ai pris le métro du coup et je suis descendue à Ballard parce que très concrètement pour elle, qu'est-ce qui m'amène c'était le métro. C'est des toutes petites choses, mais c'est vrai que quand les managers ou recruteurs n'ont pas ces informations, il y a plein de profils pour qui en tout cas cette phase de recrutement peut être très compliquée à appréhender. Donc je pense que c'est important qu'on en parle aujourd'hui et qu'on voit comment on peut bousculer un peu tout ça. Merci Barbara. Christophe, Barbara à l'instant vient de nous expliquer ce que signifiait pour elle le recrutement de profils atypiques dans le numérique. Souvent des profils qui sortent des standards. Il n'y en a pas qu'un seul, mais des standards. Et puis également des codes sociaux et sociétaux, comme tu l'as évoqué Barbara, qu'il faut appréhender ou en tout cas intégrer dans son process aussi d'intégration au sein de l'entreprise. Toi, Christophe, qui travaille chez Microsoft en compagnie de Philippe, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le fait de recruter des profils atypiques ? Alors, la définition, elle peut varier, mais effectivement, nous, on a cette notion de diversité et inclusion qui est ancrée dans notre ADN chez Microsoft depuis très longtemps. Donc, on va effectivement recruter des profils, aussi bien des femmes que On a plusieurs types de ERG, ce qu'on appelle des Employee Resource Group, où on va notamment s'appuyer sur les femmes, sur la communauté LGBTQI, etc. On va travailler aussi sur les origines. Ça, c'est très important au niveau de Microsoft. C'est un de nos nouveaux piliers. On ne parle pas simplement des origines ethniques, mais des origines aussi bien au niveau des études, au niveau de l'endroit d'où on vient, etc. C'est très important. On essaye de diversifier les profils. On travaille aussi sur les générations. Ça, c'est quelque chose qu'on a d'unique au niveau de Microsoft France par rapport à Corp. On sait qu'on est quand même dans une époque où on a les 5 voire 6 générations en même temps sur le milieu du travail. Et je pense que Philippe, tu vas en parler, mais on travaille vraiment sur l'intégration de tous les profils à partir de reverse mentoring, etc. Donc voilà, on a plein d'axes de profils. Et évidemment, le handicap, ce qui nous concerne, moi je fais partie de cette communauté de 1 milliard de personnes sur la planète quand même, qui a une forme d'handicap, visible ou invisible. Donc pour nous, c'est vraiment important. Il y a beaucoup d'études aussi qui révèlent qu'effectivement, pour les entreprises, la diversité et les profils atypiques ont une clé au niveau du business aussi, faut bien l'entendre, et puis au niveau humain. Pour nous, c'est important effectivement d'avoir des femmes, d'avoir de tous les profils dans l'entreprise. C'est juste primordial. Merci beaucoup. Et c'est vrai que je retiens là que finalement, la singularité de nos profils fait aussi l'humanité de chacun et chacune. Et l'objectif, c'est donc d'intégrer cette humanité aujourd'hui au sein des entreprises. J'entendais parler d'1 milliard de personnes touchées par le handicap. Je sais qu'il y aura une personne sur 2 à l'avenir touchée évidemment par le handicap, les femmes, les origines, la manière dont on fait des études. Ça, c'est un sujet quand même très important d'intégration. Pour toi, qu'est-ce que ça revêt tous les jours, peut-être dans tes process, peut-être dans ta manière d'accueillir ces profils-là ? Alors oui, effectivement, quand on parle de diversité, on part déjà du principe qu'on est tous différents. En fait, on a tous effectivement un parcours différent, un parcours scolaire, un parcours de vie, un environnement social qui est complètement différent. On a effectivement eu un déficit de recrutement de femmes dans les métiers de la tech. Donc à un moment donné, on a ce sujet de diversité. En soi, les femmes, c'est pas un sujet de diversité, c'est simplement un problème que l'on perçoit, nous, dans nos métiers techniques, sur lequel on s'aperçoit que le pourcentage, voire même dans les écoles d'ingénieurs, est très très faible de femmes qui vont suivre ce parcours. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, la société prépare mal les jeunes à aller vers ces parcours. Donc on a une responsabilité vis-à-vis des jeunes et vis-à-vis de l'accompagnement de ces jeunes, notamment les jeunes filles, ou des profils effectivement porteurs de handicap qui vont automatiquement se freiner par rapport à l'arrivée dans le marché du travail. Et c'est un vrai problème parce qu'en définitive, il y a une sorte d'autocensure qui peut venir de la famille ou qui peut venir aussi justement de la perception que l'on peut avoir de qu'est-ce que c'est qu'une grande entreprise. Barbara le citait tout à l'heure. Une grande entreprise, effectivement, il y a un certain nombre de codes qu'il faut avoir intégrés et donc il faut être capable d'aller au-delà de ces codes. Après, quand on veut effectivement recruter ces profils, il y a un double sujet pour nous qui est un sujet interne. Comment nous, on se met en situation d'accueillir ces jeunes dans l'entreprise ou d'accueillir des profils d'ailleurs un peu plus seniors dans l'entreprise en leur fournissant un environnement accueillant. Mais en même temps, comment on peut accompagner nous, nos clients, nos partenaires sur l'utilisation du numérique comme vecteur facilitateur de l'intégration de ces jeunes en fait ou de ces profils atypiques dans l'entreprise.
Parce qu'aujourd'hui, effectivement, un manager va se censurer par rapport à l'accueil, par exemple, d'un jeune en situation de handicap. Pourquoi ? Simplement parce que déjà, la terminologie autour du handicap, il n'y est pas familier et il a peur de mal faire. Moi, j'ai vu des managers qui me disaient tu sais, un profil autiste, j'ai du mal à en parler, j'ai du mal à comprendre la réaction de l'autre. Est-ce que je ne vais pas le mettre en échec quand je vais le recruter ? Et ça, c'est une crainte du manager. Le manager veut absolument prendre du temps et capitaliser sur des ressources qui vont évoluer dans l'entreprise. Et mettre tout de suite quelqu'un en échec parce que l'entreprise n'est pas prête à l'accueillir, c'est un vrai problème. Merci Philippe. Alors à l'instant, on a évoqué effectivement les différents profils dits atypiques et non standards, pour reprendre un des mots que tu as utilisé, Barbara. Mais l'objectif aussi de notre émission, c'est d'expliquer en quoi la diversité est un apport de valeur pour les entreprises, au niveau du business et également au niveau marketing. D'où cette seconde question pour toi, Barbara. Quels sont les enjeux business et marketing autour de recrutement de profils atypiques dans le numérique ? Et puis, est-ce que tu as des exemples concrets, comme tu l'as fait d'ailleurs tout à l'heure, d'aide au recrutement à partager avec nous ? Donc effectivement, il y a beaucoup d'enjeux sociétaux quand on parle du recrutement des profils atypiques, mais je pense qu'il faut aussi vraiment mettre en avant le côté business. C'est très important qu'on l'entende. Il y a une entreprise, Goodwill Management, qui a fait une étude et qui a montré que les entreprises qui avaient une politique d'inclusion augmentaient leur rentabilité de 5 à 15%. On ne parle pas de 1 à 2%. 5 à 15, c'est quand même, ça a quand même du poids, donc c'est vraiment important de le souligner. Je pense que c'est aussi important pour les entreprises d'avoir des ressources diverses dans la mesure où elles vont pouvoir être le reflet aussi de leur clientèle. On ne compte plus les entreprises qui ont fait des bad buzz, qui ont fait parler d'elles de façon pas très positive parce que elles ne mettaient pas forcément l'inclusion en avant, alors que c'est vraiment essentiel parce que nos sociétés sont de plus en plus diverses et ce sont des sujets dont on parle beaucoup actuellement et c'est vraiment important. Je pense notamment là à l'apparence physique, je pense aux origines ethniques, etc., où c'est vraiment important que tous les profils finalement soient représentés. Et puis, dernière chose, je pense aussi aux millennials, dont je fais partie, donc la génération Y, donc les personnes nées entre les années début 80 et fin 90. Il faut savoir que dans 2 ans, on représentera 75% de la main-d'œuvre. Et ça a été aussi prouvé par une étude que j'inclus un peu tout le monde, je suis désolée, mais voilà, le côté diversité et inclusion, ça fait partie des premiers critères, voire c'est le numéro 1 pour que les millennials choisissent finalement une entreprise lorsqu'ils sortent des études. Donc pour attirer tous les talents et les retenir après, c'est vraiment quelque chose de très important qu'il faut que les entreprises comprennent. Merci Barbara. 75%, c'est énorme en fait. Énorme, c'est peut-être la génération la plus représentative et j'imagine aussi la plus mélangée, la plus mixte mondialement. Donc effectivement, ces enjeux-là, business et marketing, on va les retrouver. Chez Microsoft, est-ce que sur la partie, même j'allais dire, marketing product, est-ce que aujourd'hui c'est une réflexion qui intègre évidemment la création et la réflexion autour du produit? Je crois que ça fait longtemps, Philippe, tu pourras en parler mieux que moi, mais depuis 7-8 ans qu'on a Satya Nadella comme CEO au niveau monde, il a changé déjà notre façon de nous comporter, cette fameuse notion de growth mindset où on change d'état d'esprit, on n'est plus celles et ceux qui savent tout. Déjà, c'est important, ça nous a permis de changer aussi notre perception au niveau du public. Et puis, il a eu cette réflexion justement autour de la diversité. Déjà, c'est quelqu'un qui est né en Inde. Ça, c'est important, non ? C'est incarné, encore une fois. Qui ne vient pas des US, maintenant il vit aux US. Qui a aussi un enfant, malheureusement, qui est en situation de handicap et qui nous a quittés il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs. Donc, il a travaillé sur ces thèmes-là. Et il a challengé aussi son équipe au niveau global pour justement apporter de la diversité et de l'inclusion, mais pas simplement, effectivement, comme tu le dis, simplement au niveau des personnes, mais au niveau du business. Nous, maintenant, évidemment, on est une boîte américaine, on a tous ces systèmes d'hackathon, par exemple, plusieurs fois dans l'année, où on va travailler sur des thématiques bien particulières, et Philippe, il va en parler, j'en suis sûr. On a créé, par exemple, la manette adaptive pour la Xbox il y a quelques années, qui est un super business. Faut le dire, ça marche très très bien au niveau du business aussi, mais à la base c'était une petite équipe avec quelqu'un dont un enfant était en situation de handicap. Donc et de toute façon, au niveau du handicap en général, si on fait des choses là-dedans, c'est qu'on est concerné, soit pas au niveau personnel, au niveau familial, au niveau des amis. Donc on
Aujourd'hui, on a cette capacité, cette appétence à faire travailler les différents types de profils atypiques, ces personnes aux capacités différentes, dans la création des produits. C'est-à-dire qu'avant, moi je me rappelle très bien, je ne veux pas parler d'il y a 10 ans, mais on créait les produits, après on s'asseyait et on se disait comment on va les rendre accessibles à tout le monde. C'est quoi la cible? Je crée le produit, Voilà. après c'est quoi la cible? Aujourd'hui, je réfléchis. Maintenant, En on amont, intègre en en intégrant. amont les différents profils. Alors, ça peut être les profils 10, ça peut être les profils effectivement autistiques ou autres. Ou moi, je fais partie de la communauté sourde et identique. De la même façon, on va les intégrer aussi, ou les malvoyants, non-voyants, etc. Pour réfléchir dès le départ à ce qu'on pourrait faire en termes d'accessibilité pour effectivement qu'ils soient inclusifs pour tout le monde. Donc, on a changé vraiment notre façon de faire et je crois qu'on en est assez fiers. Oui. Merci, Christophe. Philippe, à l'instant, Christophe nous a parlé de l'expérience avec la Xbox. Oui. De ton point de vue, quels sont effectivement les enjeux business et marketing autour du recrutement de profils atypiques et quels sont les exemples que tu pourrais nous donner dans ton quotidien, j'allais dire? Alors déjà, pour rebondir sur ce que disait Barbara, l'efficacité économique en fait d'une entreprise, pourquoi elle est là quand on s'intéresse à la diversité? Principalement parce qu'on va s'intéresser aux hommes et aux femmes qui composent cette entreprise. Finalement, la richesse principale de l'entreprise, ce sont les hommes et les femmes. Si on recrute des profils qui, au contraire, ne sont pas forcément très performants ou très motivés, forcément, l'entreprise, par rapport à la concurrence qu'elle va avoir, ne va pas être en capacité finalement de progresser. On sait aussi que la diversité, c'est vecteur d'innovation. Quand on met dans une pièce des gens qui sont tous un peu similaires, l'innovation ne va pas forcément se développer de façon très importante. Mais quand on va commencer à avoir des profils très différents, ils vont avoir des confrontations d'idées, des usages différents. Et donc ça va amener de la richesse, ça va permettre de créer effectivement des produits plus efficaces pour couvrir l'ensemble des utilisateurs potentiels. Alors, c'est effectivement un marché, du coup, puisque quelque part, le fait à un moment donné de se dire je vais faire de la conception universelle, donc je vais créer des produits qui, au-delà de la cible que j'ai habituellement, vont couvrir davantage de monde, c'est un marché supplémentaire pour l'entreprise, donc c'est économiquement intéressant. Des produits comme la manette adaptative sont là principalement pour un peu bouleverser aussi la donne, aussi pour la concurrence, c'est-à-dire à un moment donné, c'est de dire, nous dans le jeu vidéo, on a fait quelque chose pour les gens qui ont un problème de mobilité. Ok, les concurrents, qu'est-ce que vous faites? Essayez aussi de bouger pour que justement cet environnement de jeu vidéo accessible le soit davantage. Ça fait produit modèle? Je me permets Alors juste oui, on ne connaît pas le benchmark de la manette. Mais non, c'est vrai effectivement. Que alors, il n'y avait rien jusqu'à présent. Et aujourd'hui, Sony, par exemple, vient de faire une annonce. Effectivement, il y a une manette adaptée qui est sortie. Alors, il y avait déjà des entreprises qui travaillaient spécifiquement pour répondre aux enjeux du handicap. Le vrai problème, c'est aussi la démocratisation des solutions développées. Je vais donner un exemple. Une manette adaptée pour un joueur vraiment ayant des problèmes de mobilité, auprès d'une société spécialisée, ça pouvait monter jusqu'à des 1500, 2000 euros la manette pour un joueur. La manette adaptative permet finalement de s'adapter en fonction des difficultés de mobilité de la personne. Et donc, c'est des coûts qui sont plutôt autour de 100, 150 euros. C'est vraiment... Donc, ça n'a rien à voir en termes d'échelle. Et donc, le fait, quelque part, de réduire ces coûts permet de démocratiser davantage. On va avoir aussi, du coup, des produits. Là, on vient de sortir aussi un ensemble de dispositifs matériels, de boutons, de joysticks spécifiques, etc., qu'on peut étendre avec de l'impression 3D. Donc, c'est des dispositifs qui sont très intéressants, puisque chacun, je le disais, tout le monde est différent. Donc, on va devoir adapter les contraintes de mobilité à chaque personne. Et puis, dans la partie logicielle, on a inclus énormément de solutions. On parle, par exemple, de sous-titrage. Aujourd'hui, on indique, d'un point de vue communication aux entreprises, il faut communiquer de façon accessible et inclusive. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, avec un pourcentage de 18-20% de personnes en situation de handicap, de considérer que c'est minoritaire. Non, au contraire, c'est très présent en fait dans nos environnements, et donc les équipes de communication dans les entreprises doivent s'adapter. Donc on a effectivement des solutions pour du sous-titrage automatique, on a des solutions de dictée vocale, des solutions qui vont permettre d'adresser tout un tas de situations. Donc ça, c'est formidable de savoir que grâce à la diversité, non seulement ça crée des nouveaux segments de marché, mais c'est aussi la possibilité d'adresser tout le monde à un prix
accessible encore une fois à tout le monde. Donc les enjeux sont très forts, hein. On l'entend du côté de l'entreprise, mais également au côté de l'adoption de l'innovation pour les consommateurs. Donc c'est une vraie solution au changement peut-être même de comportement et puis j'allais dire d'acculturation, hein, que chacun et chacune puisse entendre qu'aujourd'hui ça concerne tout le monde. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant de comprendre vraiment l'innovation produit, hein, quand on intègre. J'ai une petite question pour toi, Barbara, concernant justement l'évolution de ce recrutement. Tu disais tout à l'heure, cette Gen Z, j'en reviens pas à ça. Mais il y a aussi évidemment la possibilité peut-être de se reconvertir. Il y a des process de reconversion quand on ne vient pas du numérique, que peut-être qu'on est un peu plus senior. Cette fois-ci, on est un contexte social, vous avez vu, qui est plutôt tendu, hein, sur la partie retraite. Le numérique, l'innovation produit, c'est aussi une manière de, comment dirais-je, d'adresser une population qui pourra peut-être aussi avoir accès à un meilleur salaire. Enfin, il y a plein d'enjeux là-dessus. Aujourd'hui, sur les process de recrutement, quel est l'avenir? Comment est-ce que tu vois bouger les choses et justement dans ces sociétés d'innovation? Alors je pense quand même vu qu'on parle de plus en plus de ces sujets diversité et inclusion, je pense qu'on les connaît mieux aussi. Il y a des métiers qui n'existaient pas auparavant, hein, un peu comme ceux qu'on exerce actuellement. Donc on connaît plus les besoins finalement spécifiques de toutes les personnes. Et je pense que, par exemple, on va prendre les troubles 10, c'est quand même de mieux en mieux diagnostiqué. Bien sûr, c'est pas encore tout rose du tout, mais c'est de mieux en mieux diagnostiqué. Du coup, les enfants sont de mieux en mieux accompagnés. Du coup, ils peuvent avoir plus facilement accès à une formation et du coup, ils seront plus nombreux sur le marché du travail. Je pense que tout est vraiment lié et c'est plutôt un message positif dans le sens où je pense que ça ne peut que s'améliorer. Et après, dans un monde idéal, moi, je serais assez tentée de dire... l'idéal serait vraiment de supprimer le CV qui, pour moi, est clairement... tous les critères de discrimination, finalement, apparaissent sur le CV. Et je pense notamment dans le monde du numérique, ça serait intéressant d'imaginer, pourquoi pas, un questionnaire de recrutement où on poserait plutôt des questions vraiment liées essentiellement aux compétences des gens. Ça aiderait beaucoup les personnes, les jeunes, bien sûr, les seniors, les personnes, je pense aussi beaucoup à elles, qui ont une maladie invalidante et qui potentiellement ont eu un arrêt dans leur carrière de 1 à 2 ans et qui, du coup, quand ils doivent postuler avec leur CV, vont un petit peu s'auto-censurer directement en disant ils vont jamais me rappeler, c'est sûr, j'ai quand même un trou de 2 ans. Et tout ça, ça serait clairement effacé si on enlevait ce CV et qu'on s'attachait vraiment aux compétences des gens, parce que c'est là tout l'essentiel, en fait, quand on fait du recrutement. Donc... Merci Barbara. Donc c'est quand même assez audacieux, hein, de parler de la fin du CV. Autant il faut faire évoluer les choses. Questionnaire sur les compétences, très bien. Mais moi je pose une question inhérente à ta proposition. Qu'en est-il des soft skills? Oui. Sûrement que ça pourrait aussi être évalué soit dans le questionnaire, soit après lors de la phase de l'entretien. Ça, j'imagine que déjà la phase d'entretien, elle aurait aussi besoin d'être un petit peu revue, mais il y a eu pas mal de personnes déjà, des pays surtout qui pratiquent déjà le CV anonyme. D'accord. Ce qui est donc déjà ça, une grande avancée. On va dire que c'est une première étape. Et à la fois, pourquoi pas CV anonyme et plus questionnaire. Du coup, effectivement, on s'attacherait vraiment aux missions détaillées du poste ou dans l'offre, on pourrait clairement écrire aussi les caractéristiques spécifiques du poste. Par exemple, est-ce que c'est en open space? Est-ce qu'il y a des déplacements? Comme ça, les personnes qui ne se sentent pas de postuler à ce genre de poste pourront faire le choix de ne pas postuler. Enfin, voilà, c'est en fait tout un travail. Je pense que l'essentiel, ça serait déjà de former les recruteurs aussi, faire en sorte que... il y a tellement de choses à dire là-dessus, je pourrais parler pendant 3 heures, donc je ne vais évidemment pas le faire. Mais nous, on fera 150 émissions s'il le faut. Parfait. Merci Barbara. Christophe, on vient de le voir, hein, suite à la question posée par Élodie à Barbara sur la manière dont le recrutement peut évoluer dans le numérique. Élodie faisait référence aux seniors, mais on peut penser à d'autres profils. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, compte tenu de l'actualité, les seniors, c'est quand même un sujet assez clé. Tu parlais de reconversion, Élodie, tout à l'heure. De ton point de vue, comment tu verrais évoluer le recrutement dans le numérique? Alors déjà, on parle des seniors, on parle des personnes en situation de handicap. Alors autant utiliser le mot intersectionnalité. On peut très bien effectivement être femme senior en situation de handicap.
Donc on cumule, entre guillemets. Nous, Philippe, je sais qu'il va parler un petit peu de ce qu'ils font aux États-Unis au niveau de Microsoft, parce qu'on a fait des vraies avancées au niveau du recrutement, notamment des profils atypiques et des gens sur le spectre de l'autisme notamment. Nous, au niveau de la France, voilà, on travaille, on réfléchit, ne serait-ce qu'à aider les managers qui vont faire passer les entretiens. On a des législations qui font, par exemple, qu'on ne peut pas demander directement à la personne « Est-ce que vous avez une RQTH ?» Donc, une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. On n'a pas le droit de le dire, on n'a pas le droit de poser la question, mais on va essayer, et on travaille dessus avec Philippe, justement, à aider les managers à trouver des alternatives pour bien faire comprendre aux personnes que si elles viennent chez nous, elles auront la capacité de demander des aménagements. Donc c'est une façon détournée de dire, au fait, est-ce que vous avez un handicap et vous voulez en parler pour qu'on vous aide? Donc on va parler justement de nos valeurs, de ce qu'on fait là-dessus. Quel genre de questions tu poses à ce moment-là pour identifier sans pouvoir tout dire parce que légalement c'est encadré? Une question toute bête, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter et est-ce que vous auriez besoin d'un aménagement, quelque chose à nous demander? Ça peut ouvrir la porte à, par exemple, écoutez, oui, j'ai des problèmes de mobilité, donc si je devais aller voir un client, je ne pourrais pas y aller. Le manager va pouvoir lui répondre, on est quand même dans une entreprise on a des technologies qui font qu'on peut très bien fonctionner maintenant. On l'a vu pendant 2 ans de pandémie. On peut très bien fonctionner avec un client au niveau, avec nos solutions. Nous, on a Teams, mais il y a d'autres solutions, évidemment. Voilà, c'est des aides, en fait, c'est des petites best practices pour les managers, pour essayer de déclencher la discussion qui, voilà, légalement, on n'a pas le droit de le faire, ce qui pourrait nous aider si on le faisait. Mais on a le droit d'en parler. On a le droit d'en parler, ouais. Après, il y a toujours ce côté, alors moi je suis toujours gêné avec ça parce que, moi j'ai ma RQTH, parce que je suis sourd, et j'ai décidé d'en parler. Évidemment, il n'y a aucune injonction d'en parler, ni au niveau de la personne. Donc c'est compliqué, et on a souvent ces discussions avec des personnes de la communauté. Est-ce que lors d'un entretien, il est opportun de dire qu'on est effectivement en situation de handicap et qu'on a une RQTH? Et là, il y a un vrai débat. Il y a ceux qui pensent que oui, au contraire, justement, être vulnérable, ça va être bénéfique. Et puis celles et ceux, et on se bat même au quotidien pour que les gens se déclarent chez nous, est-ce qu'il faut en parler? Parce que est-ce que ça peut être un frein, ne serait-ce que dans la progression de l'entreprise, voire au recrutement? Et c'est une vraie question. Voire même peut-être déclencher des biais culturels chez ceux qui sont les managers, par exemple, et qui pourraient se dire « Ah ben tiens, je ne savais pas, je voulais le mettre sur ce type de mission, finalement, peut-être que non. » Tu as raison, et nous, notre rôle, et moi, notamment le rôle avec notre IRG, donc Employee Resource Group, c'est vraiment de sensibiliser aussi bien les employés, les collaborateurs, collaboratrices, que nos managers, pour vraiment leur expliquer, voilà, c'est pas parce que vous avez une personne qui va avoir tel profil que vous ne pouvez pas travailler avec. Au contraire, on va vous accompagner, vous managers, vous collaboratrices, collaborateurs, à accueillir cette personne pour qu'elle soit bien dans un environnement bienveillant. Merci Christophe. De ton point de vue, Philippe, sur la manière dont le recrutement du numérique pourrait évoluer. On a parlé des seniors, on a parlé des personnes en situation de handicap. Comment toi tu vois évoluer justement ce secteur dans le domaine du recrutement, le secteur du numérique? Alors il y a déjà une très forte évolution. Donc moi personnellement, par exemple, je suis dysorthographique. Donc quelque part, à un moment donné, produire ne serait-ce qu'un écrit, une lettre d'entrée dans une entreprise, produire quelque chose, à une époque, c'était très compliqué. Il n'y avait pas d'outils numériques, il n'y avait pas de correcteur orthographique pour le faire. D'autant plus que j'ai une maman qui est non-voyante, donc pour apprendre la dictée, l'orthographe, etc., c'était un challenge supplémentaire. Mais en définitive, quand on va parler des métiers du numérique, on a 2 sujets finalement. On a que le monde devient de plus en plus numérique et il y a à peu près 70% des gens qui, dans leur emploi à horizon 2030, utiliseront au quotidien le numérique. On a déjà un pourcentage élevé, mais au départ, c'était vraiment dans les métiers du numérique. Aujourd'hui, ça s'étend dans énormément d'autres métiers. Le deuxième challenge, c'est qu'en fait, on manque de 400 000 personnes dans les métiers de la tech aujourd'hui. Donc, c'est une formidable opportunité pour permettre d'accueillir des personnes atypiques dans ces métiers. Est-ce que tu peux donner un exemple de métier de la tech? Alors, il y a énormément de métiers très récents. Je pense à géomaticien, quelqu'un qui va exploiter les données de géographie
et qui va croiser ça avec des données de résultats financiers, des données de présence de l'entreprise, de marché. Donc il va être vraiment sur de la cartographie, quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent. On connaît déjà les gens qui sont sur l'animation de communauté, des community managers. On a déjà, il y a des métiers comme ça, il y en a énormément et il y en a quasiment tous les ans des nouveaux qui sortent. Donc on n'est pas obligé d'être bon en informatique, programmation, ingénierie, c'est ça que Exactement. Aussi, hein. Et c'est ouvert à tout le monde pour faire en sorte que ça puisse exister justement auprès des ingénieurs. Il faut quand même les... Oui, tout à fait. Et justement, peut-être que, et c'est là la chance aussi que l'on peut avoir dans la partie diversité, c'est que peut-être qu'effectivement, l'ambition, par exemple, d'une jeune fille, c'est peut-être pas de devenir développeuse, de faire du code, c'est peut-être pas quelque chose qui va la motiver. Par contre, dans des métiers autour de l'intelligence artificielle, dans des métiers autour, je ne sais pas, de la relation client, il y a des choses qui, par contre, donneront peut-être envie d'avancer. Et puis, on n'est plus non plus dans un monde où on ne développe qu'avec des outils de développement très compliqués. On a maintenant ce qu'on appelle du low-code, du zéro-code, qui permet finalement graphiquement de représenter ce qu'on a envie de faire et puis d'avoir une application qui va répondre en fait à son besoin et améliorer les processus dans une entreprise. En parlant de processus, et pour terminer peut-être sur ces process, qu'est-ce qu'on peut retenir et qu'est-ce qu'on peut partager justement à toutes les entreprises qui ont envie de devenir plus inclusives et qui me disent on n'y arrive pas, il n'y a pas les profils, on ne peut pas recruter de femmes, on n'a pas ce qu'il faut pour intégrer le handicap, etc. Il y a toujours des bonnes raisons à ne pas innover socialement. Donc qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Oui, alors effectivement, les entreprises, il faut leur expliquer déjà qu'on parlait des seniors, hein, il y a un énorme challenge. Si on recule de 2 ans, ne serait-ce que l'âge de la retraite, on a une grosse partie des seniors dans l'entreprise qui vont se retrouver en situation de handicap. Hein. Christophe et moi, on peut en témoigner, on est des seniors dans l'entreprise, les cheveux gris en témoignent. Quelque part, on a forcément une vue qui va baisser, une audition qui va baisser, peut-être des maladies liées un peu plus à la vieillesse. Il va falloir les adresser. On ne va pas, dans une entreprise, se dire j'ai des gens qui ont plus d'un certain âge, je vais les sortir de l'entreprise. C'est plus acceptable, même socialement parlant. Une entreprise qui ferait ça, on parlait de bad buzz tout à l'heure. Globalement, le bad buzz serait là. Si on commence à se dire, dès qu'on a 55 ans, on nous met dehors, ça ne va pas fonctionner. Et ça ne va pas fonctionner justement pour attirer aussi des jeunes dans l'entreprise. Parce que le message qu'on fait passer au marché n'est pas bon. Alors pour une entreprise, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de les convaincre qu'avec les outils numériques et avec les solutions numériques, on peut accompagner du coup ces difficultés de handicap. Et donc déjà créer cet environnement dit accueillant dans le numérique va être un élément facilitateur pour permettre d'adresser à la fois la population interne et puis aussi de recruter ces talents que l'on recherche pour ne serait-ce que couvrir des métiers sur lesquels on a un manque de ressources. Et donc on va couvrir ce manque de ressources par éventuellement des profils très différents qu'on ne s'attendait pas à avoir. Moi, je me souviens dans ma carrière, quand j'ai commencé chez Microsoft, on avait un collègue, c'était un ancien maréchal ferrant, qui était passionné d'informatique et qui s'est mis sur les métiers du numérique. C'est passionnant de voir qu'un profil comme ça va pouvoir aller sur ces métiers. On a fait une école spécifique avec l'entreprise Simplon, dans laquelle on a pris une douzaine de jeunes neuroatypiques. On les a formés à des métiers autour de l'intelligence artificielle. Et dans ces profils, on avait à la fois quelqu'un qui avait fait des études de cuisine, mais qui s'est aperçu lors du premier coup de feu dans un restaurant que la pression, il ne la tenait pas. Il n'était pas en capacité finalement d'assumer son rôle, alors qu'il était bon cuisinier. Donc il fallait qu'il se reconvertisse. Et puis en même temps, des gens qui avaient fait des études supérieures, école d'ingénieur, école de commerce, qui n'avaient jamais réussi à valider leur diplôme, parce qu'effectivement, il faut faire des soutenances, il faut parler à l'oral, et ce n'est pas forcément quelque chose de possible pour des profils neuroatypiques. Voilà, donc c'est tous ces sujets-là. Merci beaucoup Philippe, merci Christophe. Et merci Barbara d'avoir répondu à notre invitation sur The Diversity Society pour parler du recrutement de profils atypiques dans le numérique. J'ai beaucoup aimé la partie intersectionnalité aussi, puisque nous sommes tous des êtres différents. Et donc à un moment ou à un autre, on est peut-être le profil atypique de quelqu'un. Et donc c'est vrai que c'est un état d'esprit qu'il faut que chacun d'entre nous puissions avoir en tant que recruteurs pour faire en sorte que nos entreprises ressemblent à la société diverse à laquelle nous appartenons. Donc merci à vous, merci de nous avoir sensibilisés à ça. Et merci Élodie de nous avoir accompagnés également pour la présentation
de cette table ronde. Et j'ai un mot, ouvrons nos chakras. Exactement. Ouvrons tous nos chakras. Employeurs, recruteurs, managers, formez-vous, puisque la diversité est une richesse et une occasion évidemment de à la fois produire mieux et à la fois d'intégrer mieux. Et voilà, et d'amener vers une paix économique et sociale dont tout le monde sera bénéficiaire. Merci beaucoup. À très Merci. bientôt. Merci. Merci.